On va plus loin, présent dans l'essentiel avec Bruno Darou, chroniqueur international France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Afrique Magazine qui titre en une en cette fin d'année sur l'énigme Sonko, le Premier ministre du Sénégal et inspirateur véritablement de la rupture après notamment une victoire récente là aux législatives qu'il a confortée. Au sommaire, des millions de tonnes d'eau potable attendues désespérément à Mayotte. Un pont maritime civil doit démarrer dans la nuit depuis la Réunion. Le nombre de décès confirmés s'élève désormais à 31 morts, mais au moins 45 blessés sont en état d'urgence absolue. Et il est toujours impossible d'évaluer le nombre exact de disparus dans un archipel où plus de 100 000 personnes vivent dans des logements insalubres ou précaires. Le nouveau pouvoir syrien lui cherche à asseoir son autorité sur un pays toujours fracturé. La branche militaire du HTC, la coalition qui s'est emparée de Damas, appelle les groupes armés à intégrer l'armée syrienne. C'est à suivre, on va plus loin. On est toujours loin sans doute du bilan définitif à Mayotte. 4 jours après le passage du cyclone Chido, le nombre de décès confirmés s'élève désormais à 31 morts, mais au moins 45 blessés sont en état d'urgence absolue. Toujours impossible surtout d'évaluer le nombre exact de disparus dans un archipel où plus de 100 000 personnes vivent dans des logements précaires, insalubres. Le préfet de Mayotte demande que soit mise en place une mission de recherche des morts. Son homologue de la Réunion lui annonce un pont maritime civil qui va démarrer dans la nuit avec l'acheminement de millions de litres d'eau potable dans un archipel qui en manque cruellement. Une phase massive du soutien à Mayotte que résume pour nous Florent Rodeau à Saint-Denis de la Réunion pour France 24. En tout, quelques 120 tonnes d'aide de matériel sont parties d'ici de l'île de la Réunion, direction l'archipel de Mayotte, où la population manque de tout, d'eau, de nourriture, mais également de tentes, de seaux, de lampes, du matériel pour tenter de survivre dans ces conditions toujours très difficiles. Dans certains quartiers de l'archipel, eh bien, la population n'a toujours pas vu le moindre secouriste arriver. Le président de la République, Emmanuel Macron, se rend sur place ce jeudi à bord de son avion. Quelques 4 tonnes de fret alimentaire et sanitaire ainsi que des secouristes, nous dit l'Élysée, qui vont rester sur place un moment. On en sait désormais un petit peu plus sur le programme du chef de l'État sur place. Il tout d'abord survolera l'archipel avant de se rendre dans un hôpital à la rencontre des soignants, des blessés. Il se rendra ensuite dans un quartier défiguré de Mayotte à la rencontre des élus et des secours. Voilà pour le programme du président. Voilà pour le programme du président, donc, associé à cette aide d'urgence. L'avion dans lequel volera Emmanuel Macron, attendu à Mayotte demain, transportera 4 tonnes d'aide alimentaire et sanitaire. Il acheminera aussi des secouristes qui resteront sur place. Un délégué interministériel va être nommé pour anticiper la phase de reconstruction face au manque de matériel sur place, alors que la Fédération des assureurs, elle va envoyer une mission de reconnaissance pour anticiper les déclarations de sinistres, sachant que très peu de ménages sont assurés à Mayotte. Ziad Limam, quel que soit le bout par lequel on prend le problème et le nombre d'acteurs mobilisés, on bute toujours sur les conditions d'habitation précaires à Mayotte et le caractère informel des liens économiques, loin, très loin finalement, des règles qui prévalent ailleurs sur le territoire français, notamment ici même en métropole. Oui, alors, bon, c'est un raccourci, enfin, c'est une réalité et un raccourci, c'est-à-dire de dire, oui, l'habitat précaire, c'est pour ça qu'il y a autant de victimes, c'est pour ça qu'il y a... Oui, mais c'est pas que ça, c'est-à-dire on est aussi dans une situation, d'abord, d'une catastrophe naturelle. Donc ça, c'est l'impact maximum. Qu'on a peut-être mal préparé, peut-être que les gens n'ont pas été suffisamment sensibilisés à essayer d'aller se protéger, peut-être que quelqu'un me racontait aujourd'hui qu'une grande partie des Mahorais pensent qu'ils sont protégés par la pointe de Madagascar et que donc il n'y avait pas de risque particulier. Bon, tout ça, ça a joué. L'émigration illégale, ça a joué. L'habitat précaire, ça a joué. Mais la réalité, c'est la question Mayotte. C'est-à-dire ce département français que la France a probablement découvert il y a 3 jours, d'une manière générale. C'est-à-dire, c'était une discussion un peu de politique, Mayotte, département, immigration. Oui, le ministère de l'Intérieur. Oui, ministère de l'Intérieur. Bon, après, il y a eu déjà des semi-débats. Il faut se rappeler de Valéry Giscard d'Estaing. Mon Dieu, c'est très loin. Et pourquoi les Comores sont devenues comoriennes et pourquoi Mayotte et le rôle des Comores. Bon, bref, tout ça est quand même très, très loin. Dans l'océan Indien, ils sont très éloignés, y compris de Madagascar, de la Réunion et de la côte africaine.
Et je pense que franchement, on a découvert, une grande partie de la France a découvert une tragédie nationale. Parce qu'il fallait intégrer, ce qui explique aussi le fait que certaines personnalités politiques ont un peu pataugé dans la choucroute, parce que c'est la France. Enfin, je veux dire, il faut quand même le rappeler, et qu'un territoire comme ça, qui est quand même à l'abandon, même si la départementalisation, l'Union européenne, petit à petit, ça remet un petit peu d'argent dans le système, c'est quand même le département le plus pauvre de France, c'est un pays pauvre dans la République. Et que du coup, on sent aussi qu'il y a eu un petit flottement au démarrage de l'aide, encore une fois accentué aussi par le vasouillage politique un petit peu peut-être, mais là, ça se met en place et on voit le défi que ça va poser à la France. Parce que reconstruire, d'abord l'urgence, l'eau, l'alimentaire, sauver les vies qui peuvent être sauvées, transporter vous parliez de blessés en situation critique, il faut les sortir absolument le plus vite possible vers la Réunion, peut-être même vers des accords avec le Mozambique, l'Afrique du Sud, j'en sais rien, il faut faire vite. Et puis derrière, il y a l'immensité de la reconstruction. Mais la reconstruction, c'est pas juste de remonter des planches, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le deal ? Quel est le partenariat avec Mayotte, avec la France, pour reconstruire cette île sur une perspective vivable. C'est un peu l'image de la République, finalement, et des droits universels de ses citoyens qui se jouent à Mayotte, un territoire à la fois éloigné géographiquement et éloigné aussi dans la culture et les modes de vie. Bruno Darroux. Oui, c'est effectivement le statut très particulier de Mayotte, comme le disait très bien Ziad, qui effectivement est très éloigné, qui fait partie de la communauté nationale, mais qui est le département le plus pauvre, le 101e département, un département très récent, puisqu'il est devenu département en 2009, simplement. Il y avait eu 2 référendums avant sur le fait de rester rattaché à la France. Et puis, donc, on découvre aussi, enfin, je pense que beaucoup de Français découvrent aussi le problème avec les Comores qui ne reconnaissent pas l'autorité de la France sur Mayotte. D'ailleurs, les Comores qui ont décrété un deuil national comme si ce territoire faisait partie du territoire des Comores. Il faut rappeler aussi d'ailleurs que l'Assemblée générale de l'ONU est sur la même position. Donc à la fois, là évidemment l'urgence, c'est la catastrophe. Comment rétablir les services essentiels? Alors côté eau, électricité, ça revient peu à peu. Je lisais un article d'un responsable qui disait qu'il pensait qu'à la fin de la semaine, peut-être que concernant l'électricité, on serait à pas loin de 3/4 de la population qui à nouveau serait connectés, mais c'est quand même très dur. Et puis il faut se mettre évidemment à la place de ces gens qui vivent actuellement dans des conditions absolument, qu'on a du mal, je pense, à imaginer. Après, effectivement, la reconstruction, c'est quelle reconstruction, puisque finalement, quand même, ces habitats précaires ont été, alors c'est une tragique ironie de l'histoire, ont été finalement presque plus détruits que les opérations Wambushu pour détruire les bidonvilles. Donc, est-ce qu'on profite en fait de cette tragédie pour se dire on va essayer de rebâtir quelque chose de différent? Est-ce qu'on en a les moyens, la volonté politique? Ça aussi, ce sera une des questions. Qui était le projet de l'État, notamment sous Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. On va y revenir dans un instant. Les services de l'État qui évaluent à 70% la proportion des habitants gravement touchés par le cyclone Chido. Combien d'entre eux sont portés disparus? Alors, nous parlons, c'est d'autant plus difficile d'y répondre qu'une partie significative d'entre eux ne sont pas nés à Mayotte, mais entrés clandestinement depuis l'archipel voisin des Comores, dont Mayotte a longtemps fait partie. Ce qui fait dire au ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, que les Comores portent une responsabilité dans la situation actuelle. Écoutez-le. D'abord, être beaucoup plus dur vis-à-vis des Comores, parce qu'on sait très bien qu'il y a une politique comorienne qui consiste finalement à laisser partir, voire même à encourager une population, parce que les Comores n'ont jamais supporté l'autodétermination pour la France de Mayotte. Jamais. Qui a choisi et donc, il y a une forme, française. le mot est sans doute trop fort, de guerre hybride, si j'ose dire, en poussant des populations vers Mayotte pour susciter une sorte d'occupation clandestine. Donc, il faudrait être beaucoup plus dur de ce point de vue-là. Pour comprendre un peu ce que veut dire peut-être le ministre de l'Intérieur, en tout cas ce que disent ses services, c'est que le nombre de morts enregistrés à ce stade n'est pas en adéquation, disent-ils, et en gros 31 morts, avec la réalité des 100 000 personnes qui vivent dans un habitat précaire. L'immigration clandestine, en favorisant l'extension des bidonvilles et leur densité, elle a mécaniquement rendu davantage d'habitants vulnérables au risque de catastrophes naturelles. Ziad Limam. Ok, merci pour les évidences au ministère de l'Intérieur. Super, il y a des bidonvilles, il y a un petit... je veux dire, oui, certes, oui, sûrement. Mais encore une fois, j'aime bien, il faut être
beaucoup plus dur sur les Comores. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On y va avec la marine nationale, on ferme les ports. Il a proposé d'envoyer des nouveaux types de drones pour limiter l'arrivée de ce qu'on appelle les kwassa. Bon. Je veux dire, tout... D'un côté, il faut être beaucoup plus dur sur les Comores. Bon, j'attends de voir le déploiement de notre armada autour de la Fédération des Comores. Deuxièmement, il y a quand même un problème politique qui est adressé presque par tous les présidents depuis Giscard d'Estaing. Il y a au moins la visite d'un chef d'État comorien qui vient à Paris. Il y a au moins, on pose la discussion sur la table. Évidemment, je pense que nos amis comoriens essayent de leverager la position au maximum pour avoir de l'aide. Évidemment, ils ne sont pas particulièrement mécontents qu'une partie de la population se délocalise parce que ça fait un peu en moins, parce que les Comores sont encore plus pauvres ou nettement plus pauvres que Mayotte. Et puis, on tombe toujours sur la vraie réalité, c'est-à-dire les gens votent pour une vie meilleure, c'est-à-dire ils se barrent. On parlait à une époque des problèmes dans le Sahel, des gens qui traversent le désert, des gens qui ont traversé la Turquie, la Syrie il y a 10 ans pour venir là. Les gens, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils partent parce que c'est leur seule perspective de vie meilleure. J'ai été absolument fasciné d'apprendre qu'il y avait la plus grande maternité française à Mamoudzou, parce qu'ils viennent, ils naissent, ils ont une chance. Et j'ai été encore plus fasciné et terrifié par ces histoires d'enfants qu'on jette à la mer devant la plage pour leur donner une chance, et qui grimpent sur la plage et qui sont des enfants en fait abandonnés, mais qui deviennent des migrants installés. Donc on voit quand même... Moi, je veux bien les discours de la droite. Il a pas tort, ils n'ont pas tort. Il faut trouver un moyen de réguler, mais c'est très politique. Mais derrière tout ça, il y a une misère phénoménale et fondamentale qui génère ces mouvements de population qui ne sont pas des mouvements... C'est pas du voyage Club Med, hein. Ouais. C'est la traversée entre les deux îles, c'est quand même extrêmement dangereux. Je ne sais pas combien de gens y passent chaque année. Enfin, voilà, donc peut-être une petite touche d'humanité dans ce genre de discours, ça serait bien. À tel point qu'en matière d'accès à la nationalité, Bruno, ce territoire, Mayotte, n'a pas forcément pas régi par les mêmes règles qu'ailleurs en France. Alors, c'était d'ailleurs Gérald Darmanin, puis Bruno Retailleau qui reprend un peu le flambeau, si j'ose dire, qui dit qu'en fait, il faudrait changer en France, dans toute la France, Mayotte y compris, c'est le droit du sol qui prévaut. Et Gérald Darmanin avait dit, il faut pour Mayotte supprimer le droit du sol. Il y avait un projet de loi constitutionnel qui avait été préparé. Évidemment, tout ça a disparu avec la dissolution du mois de juin. Alors, Bruno Retailleau, lui, il dit qu'il faut aussi faire quelque chose. Il a dit quelque chose d'un peu inexact. Il a dit, en fait, évidemment, les migrants comoriens, ils viennent. Il suffit qu'un enfant naisse dans un hôpital ou à la maternité de Mamoudzou pour qu'il devienne français. En fait, c'est déjà faux, puisqu'il y a une loi Asile et Immigration de 2018 qui, pour Mayotte, déjà Mayotte a un statut un peu dérogatoire par rapport au reste de la métropole. Il faut que au moins un des deux parents soit un migrant régulier depuis 3 mois pour que le jeune bébé à sa majorité obtienne la nationalité française. Ce que veut faire là Bruno Retailleau de manière plus pragmatique, parce qu'il se doute bien qu'un projet de loi constitutionnel, vu les circonstances politiques, ça ne passera pas. Il veut porter ce délai de 3 mois à 1 an. Donc c'est aussi cette question du droit du sol qui revient, mais on va dire de manière plus pragmatique vu le contexte politique en France. Et sur fond, il faut bien le dire, de tensions sécuritaires à Mayotte, parce qu'avant la question évidemment de ce cyclone Chido, l'État français, on l'a évoqué d'ailleurs, avait commencé à entreprendre de démanteler ces bidonvilles. Il y avait l'opération Wambushu et puis Place Nette pour en déloger ces migrants illégaux et c'était en tout cas le message affiché par les forces de l'ordre, par l'intérieur et par Darmanin, lutter contre l'insécurité avec des résultats, il faut bien le dire, assez mitigés jusqu'à présent. Ah oui. Mais encore une fois, en fait, c'est une équation à tellement d'inconnus. C'est soit vous trouvez le moyen, d'abord, à Mayotte, c'est une toute petite île, parce que quand on en parle, on a l'impression que je crois que c'est le quart ou la moitié de la Corse ou quelque chose comme ça. Donc c'est tout petit. Il n'y a pas de ressources, très peu de ressources. Donc quel est le projet qui permettrait, en dehors des subventions pures et simples de l'Union européenne ou de la France, quel est le projet à moyen terme et à long terme qui permettrait d'avoir une ambition économique pour cette île ça ne passe, évidemment, alors on pourrait en parler des heures, ça passe aussi par son environnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aux Comores, qu'est-ce qui se passe à Madagascar, qu'est-ce qui se passe à La Réunion, qu'est-ce qui se passe sur la côte est africaine, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, ce qui me
ce qui me travaille en fait dans tous ces sujets, et c'est valable pour les Comores, mais c'est valable pour la Nouvelle-Calédonie, c'est valable pour la Guadeloupe, pour la Martinique, etc. On ne sent pas. On parle de territoire ultramarin, on en parle comme si c'était la 4e bande du drapeau de la République. On ne sent pas un intérêt fondamental de la maison mère, si on peut parler comme ça, de la métropole, si on veut parler un peu avec le langage 60s, 50s. On ne sent pas un engagement de la France sur ces territoires, à part gérer l'urgence permanente, le déficit économique, le problème politique. On gère et on passe d'un ministre de l'Outre-mer à un autre. Et en fait, on ne sent pas. On sent pas, alors qu'on se gausse de dire on a le plus grand territoire maritime du monde, ou presque, avec ces îles, mais il n'y a pas d'ambition derrière tout ça. C'est qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on est là. On retrouve après la Nouvelle-Calédonie finalement le même type de gestion un peu d'urgence. Alors là, il y a un peu comme en Nouvelle-Calédonie des élus locaux très vocaux. Hein. C'est le cas d'Estelle Youssoufa, par exemple, la députée, qui dès les premières heures a fait part aussi de son désaccord vis-à-vis notamment de LFI qui s'était opposé à ces opérations de démantèlement de bidonvilles, en les tenant en partie responsables d'ailleurs de la sinistralité actuelle, Bruno Darroux. Oui, mais après, là, on est dans le débat politicien. En fait, la vraie question, c'est effectivement, qu'est-ce que la France veut faire avec ces territoires ultramarins, et en particulier concernant Mayotte, est-ce qu'il y a encore une raison valable pour que la France conserve ce territoire, qui est donc à la différence... C'était un choix, choix des Mahorais. Hein. Ça a été un choix des Mahorais, mais à la différence de d'autres territoires ultramarins, comme on l'a dit, c'est considéré comme une partie de territoire d'un autre État, donc les Comores. Donc ça pose il y a deux principes qui s'opposent, l'autodétermination des peuples et le respect de l'intégrité des États. Absolument. Et là, on a deux principes qui s'entrechoquent. C'est un problème, on bute dessus, on tourne en rond, on ne sait pas trop comment... Si on faisait un référendum, aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste des sondages à Mayotte, mais je pense qu'on aurait le même résultat. Ah bah oui. C'est-à-dire le maintien dans la République. Le maintien dans la République, c'est sûr, puisque parce qu'après, les gens, ils réagissent un peu à l'aune de la misère. Comme disait Ziad, effectivement, certes, Mayotte est le département le plus pauvre de France, mais comparé au reste des Comores, eh bien évidemment, la situation est bien plus enviable, bien sûr. Voilà pour la situation à Mayotte. L'ONU appelle à des élections libres et justes, non pas à Mayotte, mais en Syrie, après la période de transition ouverte par la chute de Bachar el-Assad. On en est loin dans un pays encore morcelé par 13 années de guerre civile, mais pour donner l'exemple, la branche militaire du HTC, la coalition qui s'est emparée du pouvoir à Damas, annonce se dissoudre dans l'armée syrienne. Écoutez, son responsable. L'institutionnalisation de l'armée est sans aucun doute la prochaine étape. Il faut que les unités militaires, y compris l'aile militaire du HTC, soient intégrées au sein de l'institution. Un geste de bonne volonté, Ziad Limam, ou une question de survie avant tout pour un mouvement lui-même menacé par d'autres factions rebelles? Moi, cette histoire syrienne n'arrête pas de me surprendre. D'abord, la chute, on en a parlé en 15 jours, d'un régime qui avait quand même survécu à plus de 10 ans de guerre civile, donc même soutenu par les Russes, l'Iran, tout ça, mais quand même. Et je trouve ces rebelles du HTC très préparés, extrêmement préparés. C'est-à-dire que c'est comme s'ils déroulaient une feuille de... C'est comme s'il déroulait un plan. Ouais, mais ça va plus loin que le plan de com. C'est par exemple de dire il faut inscrire les milices dans l'armée syrienne. Nous, on est prêt à s'autodissoudre. Les discours extrêmement rassurants du chef, je sais pas comment on peut dire, de l'État, de la bande, de la milice, bon bref. L'extraordinaire liberté qu'il y a aujourd'hui à Damas, les journalistes du monde entier. Enfin, il faut imaginer ce que ça a de révolutionnaire réellement pour les Syriens. Les Syriens, ils sortent dans la rue, ils voient un journaliste, ils parlent à un journaliste, il y en a plein les télés, en Angleterre, aux États-Unis. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement... Et puis, on aurait pu imaginer que ça ne se passe pas si bien. Pour le moment, la route qui va j'ai vu sur nos confrères de X, j'ai du mal à le dire, j'ai vu des films sur des gens qui ont pris la route entre Damas et Alep. Bon, la route, elle est un peu bombardée, là, mais les gens y vont, ils vont relancer les avions, ils vont ouvrir l'aéroport. Il y a quelque chose d'étonnamment tranquille. Je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière... Enfin, comment cette machine se met en place? Bruno Darroux, sur ce qu'on voit aujourd'hui et cet appel finalement à rejoindre l'armée syrienne, c'est aussi dans l'intérêt du HTC, on l'imagine. Hein.
Oui, c'est aussi dans l'intérêt du HTC. Alors d'abord, je pense vis-à-vis des autres groupes rebelles sunnites, parce que évidemment certains sont en concurrence. Il était à la tête d'une coalition de plusieurs groupes, et peut-être même y compris à l'intérieur du HTC, parce que si on comprend bien, tout le monde n'est pas tout à fait sur la même ligne, assez modérée, on va dire, ou pragmatique, je ne sais pas comment dire, de M. Al-Shara. Donc c'est une manière de dire, voyez, et puis c'est un message envoyé aux Occidentaux aussi. D'ailleurs, ça a été clairement, quasiment dit comme ça, c'est-à-dire en échange de la levée des sanctions occidentales, nous sommes prêts à nous dissoudre comme milice. Ça veut dire aussi d'ailleurs que nous sortons de la liste des organisations terroristes, parce qu'il y a ça aussi. Puisque ce ne sera pas un nouveau Hezbollah en fait, c'est ça. Voilà. Mais... Et puis puisqu'elle disparaît et qu'elle se fonde dans une armée. Alors après, ça pose quand même plein de problèmes. Est-ce que ce sera donc une armée inclusive? Est-ce qu'il y aura des chrétiens, des alaouites, les alaouites quand même, qui formaient un peu l'ossature de l'armée syrienne de Bachar al-Assad, dont beaucoup d'officiers, si on comprend bien, sont allés dans la région de l'Attaqué, notamment sur la tristement célèbre 4e brigade du frère de Bachar al-Assad. Qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que on se rappelle ce qui s'est passé en Irak. La situation était différente, mais quand les Américains ont absolument fait voler en éclats l'armée irakienne sans reprendre quasiment aucun des cadres de cette armée, les cadres sont les peuplés, les rangs de Daesh. Voilà, exactement. Ils ont même créé l'organisation de l'État islamique en Irak. Il y a ça. Et puis, la grande question, les Kurdes. Les Kurdes, les FDS. Est-ce que ces Kurdes vont intégrer la nouvelle armée? Excellent. Et puis, il y a l'état du matériel de l'armée. Il faut rappeler quand même qu'avec ses presque 500 frappes, Israël, je crois, a détruit 80% des équipements. Voilà. Excellente transition en tout cas avec les Kurdes, Bruno, puisque celui qu'on vient d'entendre juste avant de son nom de guerre, Abou Hassan al-Amoui, a aussi affirmé que le nouveau pouvoir entendait bien étendre son autorité sur les zones kurdes du nord-est de la Syrie, où l'on retrouve pour France 24 Marie-Charlotte Roupi à Raqqa. Ces zones, Marie-Charlotte, elles sont contrôlées par une administration kurde semi-autonome. Ces forces démocratiques syriennes sont-elles prêtes à renoncer à cette autonomie ? Eh bien, jusqu'ici, on a eu des signes de flexibilité de la part des autorités kurdes, c'est-à-dire qu'ils se montrent, ils parlent constamment d'une unité de tout le territoire syrien. Ils ont unilatéralement pris la décision de mettre le drapeau révolutionnaire syrien aux côtés du drapeau des forces kurdes partout dans la région. Ils ont parlé de supprimer les tarifs douaniers entre donc la zone du nord-est syrien et le reste de la Syrie, et ils ont parlé du pétrole du nord-est syrien comme le pétrole de toute la Syrie. Donc il y a un message d'unité, mais pour l'instant c'est extrêmement tôt pour parler réellement de ce qui va se passer dans les mois et les semaines à venir. On regarde d'ailleurs depuis le nord-est syrien, on regarde un petit peu ce qui va se passer avec le nouveau gouvernement de transition, un peu dans une position d'attente sur la question des forces armées. Eh bien, pour l'instant, la question n'est pas réellement évoquée. Ça pourrait peut-être être une part des négociations, mais par exemple sur les questions de l'éducation, le système éducatif est très différent ici, et pour l'heure, ça n'est pas encore envisagé dans les discussions, et les négociations n'ont pas réellement démarré avec le nouveau pouvoir de Damas. Merci Marie-Charlotte Roupi en direct de Raqqa pour France 24. Ziad Limam, ça pose évidemment la question aussi de la Turquie, parce que ces FDS sont directement en proie à une répression très forte des forces pro-turques. En fait, il y a trois vraies questions. La première, c'est la capacité de ce nouveau pouvoir à réunifier les Syries, mais ça ne va pas se faire tout de suite, ça mettra un certain temps, etc. La deuxième question, c'est... S'ils y arrivent. Oui, s'ils y arrivent. C'est ça. Deuxièmement, c'est est-ce qu'ils ont la capacité de le faire sans l'influence permanente des grands acteurs régionaux, Turquie, Israël, puis les États-Unis arrivent avec Donald, etc., les FDS, les puissances du Golfe qui sont divisées sur la Syrie. Qatar, c'est clairement des amis du monsieur qui est là. Les Émirats, grosse défaite. On va voir ce qui se passe. Et puis moi, je trouve qu'il y a un troisième enjeu qui est extrêmement intéressant, c'est la possibilité d'un djihadisme 3.0. C'est-à-dire ce mouvement djihadiste, il incarne en fait une espèce de mutation vers une forme de nationalisme. C'est-à-dire il s'inscrit dans les frontières, il est totalement anti-Al-Qaïda, anti-État islamique qui ont un autre enjeu global, et en fait il essaye d'être l'anti-Taliban. Parce qu'il y a l'autre expérience, c'est ce qui se passe en Afghanistan, qui est absolument catastrophique. Et là, on voit des gens qui jouent une carte
alors encore une fois, je trouve que tout ça est très déjà bien préparé, qui propose un djihadisme 3.0. Et ça peut avoir un impact, si ça marche un peu, ou beaucoup, ça peut avoir un impact sur toute la région. Et c'est pour ça que vous allez voir certains pays du Golfe, l'Égypte, ça, vont être vent debout sur cette expérience en cours à Damas. Oui, un régime qui potentiellement a des adversaires, donc. Ou des gens qui ont intérêt à ce que ça ne marche pas. Oui, un régime qui a des adversaires, qui a des soutiens aussi, mais effectivement, c'est clivé. Hein, le Qatar, la Turquie, voilà, sont évidemment derrière le HTC. Alors, pour revenir aux Kurdes, je pense, c'était intéressant ce que disait notre correspondante, en fait, je pense que les Kurdes, si on comprend bien, même si les négociations débutent à peine, mais il y a des premiers signes d'apaisement vis-à-vis des nouvelles autorités de Damas, peut-être qu'ils vont essayer de négocier avec le HTC pour maintenir l'unité du pays, mais en négociant en échange le fait que le HTC dise à la Turquie, vous arrêtez avec vos forces pro-turques de vous en prendre au FDS et tout se passera bien. Ça va être, je pense, un des enjeux dans les semaines à venir. Et s'ils y arrivent, ce sera, alors pour le coup en plus inclusif pour organiser ces élections justes et équitables qu'appelle de ses voeux l'ONU. Ce serait ça une vraie réussite et des Kurdes et du HTC. Merci beaucoup Bruno Darrouz, Ziad Limam. On va plus loin, c'est terminé. L'essentiel continue dans 4 minutes. Restez avec nous.